Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs films de 2019. Voilà, fin d'année oblige, c'est la période des tops pour faire le bilan. Et donc on est sur le top 10 des meilleurs films. Il y aura aussi un flop 10 des pires. Il y aura aussi un top 10 des meilleurs films de la décennie et un flop de la décennie. Voilà, tout ça arrivera prochainement. Mais en tout cas, là, on parle des 10 meilleurs films de l'année. Alors, cette année a été assez particulière. Je trouve que pour moi, personnellement, j'ai pas eu de chef-d'œuvre. Il n'y a pas eu de film qui m'a mis totalement d'accord. En tout cas, il y a eu beaucoup de bons films et vous allez voir, ce top a été très compliqué à faire et il y a pas mal d'ex-aequo, donc finalement il y en a plus que 10. Ça a été vraiment pas évident. Alors au niveau de l'année, je trouve qu'il y a eu plein de films intéressants de plein de nationalités différentes et donc mon top va essayer de refléter ça. Par contre, vraiment une grosse déception au niveau des blockbusters. Je trouve que c'est une des plus mauvaises années en termes de blockbusters. Le seul très bon blockbuster qu'on a vu, enfin bon blockbuster, c'était Alita, mais il n'est pas dans mon top. Et il y en a un autre qui est dans mon top, mais vous allez voir, c'est un peu pour une raison pas vraiment liée au film en soi, enfin liée au film, mais pas vraiment, bref. Donc c'est vraiment la grosse déception en termes de blockbuster, mais au-delà de ça, il y a quand même eu des réals qui ont fait des films intéressants, et je vais en parler dans ce top, et au lieu de tergiverser plus longtemps, je propose de commencer tout de suite avec le numéro 10. Alors le numéro 10, je pense que je vais tout de suite me faire un peu taper dessus, mais c'est pas grave, c'est un ex-aequo, deux films de super-héros très différents, et c'est pour ça que je les oppose et que je les mets tous les deux numéro 10, c'est Avengers Endgame d'un côté et Joker de l'autre. Alors là, je sens que vous allez totalement péter un câble, vous allez me dire « Ah mais comment t'es capable de mettre Joker avec Endgame, mais c'est pas du tout le même calibre et tout ça ?» Oui, je préfère largement Joker à Endgame, c'est vraiment une approche du cinéma que je préfère. Et donc, rapidement, pour parler de Joker, c'est un film que j'ai défendu à sa sortie et que je continue de défendre. Je trouve que c'est une version très intéressante de traiter un personnage de comics, donc le Joker. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il en a fait, Todd Phillips, quoi, de recréer une ambiance années 70 new-yorkaise pour faire un Gotham, un côté ultra réaliste, de suivre vraiment ce perso de manière vraiment intimiste. C'est un film qui est mature, qui est rated R, donc qui se permet d'avoir de la violence, qui est en accord avec ce que le personnage est supposé véhiculer. J'ai beaucoup aimé les manipulations qu'ils font de l'univers de Batman pour réussir à y introduire le Joker de manière assez nouvelle finalement, parce qu'on n'avait pas vraiment eu cette version-là du Joker avant, malgré le fait qu'on avait quand même eu quelques versions du Joker avant. C'est le film qui a, je pense, fait le plus parler de lui cette année. Il a beaucoup polarisé, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment détesté. Moi, je fais partie de ceux qui aiment et qui continuent d'aimer. J'ai pas revu le film, mais franchement, je vais me le refaire dans l'année. C'est un film que je trouve assez pertinent sur ce qu'il raconte aussi politiquement. Il est plutôt en phase avec son époque et c'est quand même pas rien. Et il y a aussi l'interprétation de Joaquin Phoenix que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Donc tout ça font que le film m'a vraiment parlé et évidemment, il montre la voie pour ce que j'aimerais voir dans les années futures en ce qui concerne les adaptations de comics, ou en tout cas tout un peu le côté blockbuster de super-héros qui pour moi arrive un peu au bout de sa route en tout cas, et c'est Avengers Endgame qui représente pour moi le mieux cet aboutissement. C'est pas un film que j'ai adoré. Je pense que c'est un film qui a énormément de défauts en termes de narration, de structure, même de manière de filmer l'action, de sublimer tout ça. Voilà, en tant qu'objet filmique, bon, je suis pas là à dire que c'est vraiment un des meilleurs films de l'année. Mais ce qui représente, faut quand même pas oublier que le cinéma c'est un art populaire, et moi j'ai vécu une séance extraordinaire avec Avengers Endgame. J'ai vécu la séance de minuit remplie de fans. J'avais l'impression d'être dans un stade de foot. Les gens sautaient, criaient. Enfin, c'était vraiment dingo. Et de vivre ça, c'était une expérience à part. Et je peux pas enlever ça, en fait. Je peux pas enlever ce que le film est capable de procurer à la masse, aux foules, de galvaniser les gens, d'avoir réussi à être l'aboutissement plutôt cohérent et bien fait, mine de rien, et surtout de se concentrer sur l'émotion. Et moi, j'ai réussi à vraiment être touché par ce film, parce que c'est l'aboutissement de 10 ans de cinéma, d'une construction filmique inégalée dans l'histoire du cinéma, franchement, ce MCU. Donc voilà, à terme, je pense que c'est un film qui va pas rester dans l'histoire pour ce qu'il est, en tant que film, mais je trouve que ça me permet aussi de parler du MCU, et même s'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le MCU, et moi je pense que c'est bon, là je suis arrivé au bout de mon voyage avec le MCU, ça va plus vraiment m'intéresser par la suite. Faut quand même regarder derrière et se dire que moi j'ai vécu 10 ans de cinéma grâce à ça, qui m'ont plu. Enfin voilà, ça m'a plu le MCU, c'était pas toujours des bons films, mais mine de rien, c'est quand même une construction cinématographique notable et franchement emballante. Et moi qui ai découvert ça à 20 ans, j'ai vécu toute ma dizaine d'années de la vingtaine au fil un peu de ces films. Et finalement, même s'il n'y en a pas forcément, il n'y a pas vraiment de chef-d'œuvre dedans, c'était quand même inespéré quand tu repars en arrière et que là, avec le Marvel Initiative Podcast, on a regardé des anciens films
comme les 4 Fantastiques et ce genre de trucs. Et en fait, on est quand même, enfin, je veux dire, il y a quand même un gouffre entre ce que le MCU a réussi à proposer et certains films de super-héros des années 2000. Donc faut pas être totalement négatif. Donc, je mets 10e ces deux films, je les oppose un peu, j'espère que Joker montrera la voie et que Endgame est la fin de quelque chose, même si Disney et le MCU continuent d'être un carton total, donc à mon avis on a encore quelques années à se taper les films du MCU, et vu que mon intérêt est parti avec Endgame, l'émotion était là, c'est fini, voilà, je dis au revoir, et je lui rends hommage dans ce top, c'est un peu étrange, je sais, mais écoutez, je dois être intègre, et quand un film m'a touché et qu'il est l'aboutissement d'un parcours dans lequel je me suis investi, je peux pas faire comme si c'était rien non plus, donc je le mets 10e. Et Joker aussi, bravo Todd Phillips d'avoir eu un peu les baloches de sortir un film comme celui-ci et de montrer au studio qu'on peut proposer autre chose et qu'il faut miser sur un autre registre que justement ce que Disney fait à côté. Et il y a vraiment une place à prendre, et grâce à Joker, tu as montré, Todd Phillips, que la place était prenable et qu'il faut faire des films matures, sérieux, intimistes et surtout laisser la place aux réalisateurs de faire un peu ce qu'ils veulent. Et ça c'est bien. Et ça, honnêtement, j'espère qu'on aura des répercussions dans la décennie qui vient. 9e, encore un ex-aequo, je sais, il va y en avoir beaucoup, je suis vraiment désolé. 9e, on est sur deux films que je trouve des films assez simples finalement, pas vraiment des films extrêmement ambitieux, mais des films qui m'ont beaucoup touché cette année. Ça a été vraiment, des films qui m'ont galvanisé, qui m'ont euphorisé. Je suis sorti de la salle, et il y en a un que j'ai pas vu en salle, mais je suis sorti de mon visionnage vraiment avec le sourire jusqu'aux lèvres et limite une petite larme à l'œil. Donc ces deux films, ils n'ont pas grand chose à voir en soi. C'est Edmond d'un côté et Fighting with My Family, ou Ma famille sur le ring. Donc Edmond, c'est un film réalisé par Alexis Michalik, c'est un premier film. J'ai fait la critique sur ma chaîne si vous voulez avoir un peu plus d'infos, parce que là j'explique rapidement pourquoi ces films sont dans le top, mais j'en parle pas. Je ne vais pas faire 10 minutes sur chaque film, sinon ce top serait imbitable. Bref, donc Edmond, écoutez, c'était un espèce de Shakespeare in Love avec l'écriture de Edmond Rostand pendant qu'il écrivait Cyrano de Bergerac, et c'est un film que j'ai trouvé très très bien fait, vraiment ultra rythmé, ça n'arrête pas, il y a plein de trouvailles, ça s'amuse beaucoup, c'est ultra ludique justement sur ce rapport entre la vie de Edmond Rostand, l'écriture de sa pièce, ses personnages, la fiction qui se mêle à la réalité, et surtout c'est un film vraiment de troupe qui te fait vivre un esprit de camaraderie, c'est quelque chose moi qui me touche beaucoup au cinéma, cet esprit de camaraderie, et aussi ce rapport justement au dévouement qu'on peut avoir pour son art, la confiance en soi, le fait de croire en son art, quoi. Et c'est quelque chose qui me parle en tant que créateur ou que aspirant scénariste et réalisateur. Ça m'a vraiment concerné. Je trouve les comédiens tous très très bons, les rôles vraiment bien écrits, c'est drôle, et tu sens que tout le monde s'amuse, et il y a vraiment une lettre d'amour au théâtre, au spectacle vivant, à la création. Et donc c'est un film, je suis sorti de la salle à fond, quoi. Vraiment j'avais adoré mon visionnage, j'avais des étoiles dans les yeux en sortant, et c'est la meilleure expérience que j'ai eue en regardant un film français cette année, même si c'est pas forcément l'expérience la plus profonde, la plus impactante, mais c'était que du kiff, et c'est aussi bien d'aller au cinéma pour voir du kiff. Donc Edmond 9e, et à côté il y a donc Fighting with My Family, c'est un film que j'ai découvert sans m'attendre à grand chose, c'est un premier film aussi de Stephen Merchant, qui est donc l'associé de Ricky Gervais à l'époque de The Office, et même un de ses grands amis, et donc il a fait son premier film, et c'est un biopic sur une catcheuse anglaise qui vient d'une famille de catcheurs dans le nord de l'Angleterre, enfin un petit patelin, quelque chose d'un peu, il y a un peu un côté plouc, enfin pas plouc, mais vraiment des gens qui vivent dans un endroit où ils font du catch, mais c'est pas du tout quelque chose de grand, quoi, c'est vraiment intimiste et tout petit. Et avec son frère, cette femme qui est jouée par Florence Pugh, qui est un peu la révélation aussi de l'année, je pense, en termes d'actrice, ils vont essayer d'intégrer la WWE, je crois, la grande société mondiale du catch drivée par les Américains. Et on va suivre donc ces deux parcours qui vont pas forcément se passer bien pour l'un ou pour l'autre. Et au final, ce film, ça parle de la manière dont on perçoit ses rêves, dont on doit être cohérent avec soi-même pour réussir à aboutir à ce dont on a toujours rêvé, et surtout comment on réagit au fait de se rendre compte que on n'est pas potentiellement on ne va pas aboutir au rêve dont on a toujours rêvé. Et c'est quelque chose d'assez dur, et j'étais extrêmement touché par ce film aussi, parce que c'est une problématique qui me parle, encore une fois. Comment ça se passe quand les rêves que tu te fixes sont finalement inaccessibles, alors qu'à côté, il y a des gens qui rêvaient peut-être moins fort et réussissent mieux que toi.
Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a impacté. J'ai trouvé le film très simple. Vraiment, encore une fois, les deux films ont cette faculté à toucher juste au cœur, à être sincères, à avoir quelque chose de très humain. Et le casting est aussi excellent. Tous les comédiens sont vraiment très très bons. C'est un film qui m'a fait pleurer. Voilà. Donc il n'y en a pas non plus 15 000 cette année. Hein. J'ai cité les deux qui m'ont fait pleurer cette année. C'était Endgame et Fighting with My Family. Donc voilà, deux films qui finalement n'ont pas grand-chose à voir, mais que je mets dans ce top pour leur simplicité, leur capacité à aller toucher droit au cœur, et aussi à parler de thématiques qui m'importent, qui sont la manière de vivre ensemble, de créer ensemble, et la manière dont tu te confrontes à tes rêves, et ce rapport à l'échec et au succès, qui est vraiment un peu la thématique centrale des deux films. Et est-ce qu'il faut rester soi-même pour réussir à créer quelque chose d'authentique, ou est-ce qu'il faut par moment lâcher un peu du lest et devenir quelqu'un d'autre pour peut-être plaire à des gens qui finalement ne savent pas quitter toi. Voilà, il y a tout ça. Il y a aussi The Rock qui est dedans et qui joue son propre rôle et qui est assez mémorable. Donc écoutez, ces deux films sont vraiment très bons. Je vous invite à les découvrir. 8e, on n'est pas sur un ex-aequo ce coup-ci, non, on est sur Crawl, le film d'Alexandre Aja, donc un film catastrophe, un espèce de survival avec une fille qui doit aller chercher son père dans une maison et il y a des crocodiles qui les attaquent. Alors ça peut paraître un peu limite comme ça quand je le raconte, mais en fait je trouve que ce film est quasi parfait dans ce qu'il essaye de faire, et c'est aussi ça qui m'a apporté cette année, c'est de me rendre compte qu'il y a des films qui sont cohérents entièrement entre l'idée originale qu'ils ont, la manière d'être produit, le produit final, enfin il y a vraiment une cohérence qui existe, et ce film-là c'est vraiment ça, c'est que c'est une série B qui est extrêmement bien faite. Alexandre Aja, il gère ça d'une main de maître, honnêtement, il n'y a rien qui dépasse, tout est parfaitement géré, je trouve la mise en scène franchement mais très très habile, il y a une manière de réussir à tout doser, quoi. C'est-à-dire que tu as peur à des moments, tu es stressé à d'autres, il arrive parfaitement à gérer les moments où un personnage va se faire attaquer, et donc tu vas te dire, ah mais finalement en fait je peux stresser pour ce personnage parce qu'il est pas invincible, c'est pas forcément l'héroïne de la manière dont je le pensais. Voilà, il y a vraiment une très très bonne gestion de tout, et c'est un film qui m'a tenu en haleine tout le long, que je trouve parfaitement bien fait. En termes d'émotion, c'est parfaitement bien dosé, avec une relation père-fille qui est juste ce qu'il faut pour être investi, mais pas trop, et ça tombe pas dans le pathos, et c'est juste suffisant pour te garder en intérêt pour ces personnages. Je trouve les décors très bien faits. Voilà, on est sur un espèce de cyclone en Floride, et donc il y a une montée des eaux, et c'est vraiment très 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 bien fait. Il utilise de la chair à canon quand il faut, voilà, enfin une espèce de personnages qui viennent se faire bouffer juste pour te faire flipper quand il faut, pour te montrer la menace. Donc c'est vraiment un film, dans ce qu'il essaye de faire, j'ai rien à lui reprocher. Ce que je peux lui reprocher, c'est juste d'être une série B, et donc de pas forcément avoir plus d'ambition que ce qu'il n'a, mais c'est aussi bien. Je veux dire, il y a des films, ils pètent plus haut que leur cul, il y a des films, justement, ils manquent d'ambition, et là, c'est vraiment un film qui est au parfait niveau. Donc moi, je peux que dire bravo, parce que quand tu décides de faire une série B, mais que tu la fais parfaitement, écoute, ça mérite d'être dans un top, quoi, parce que ça fait partie de ces films que je trouve avoir... Enfin, ça a été un visionnage que j'ai adoré, ça m'a tenu tout le long, et en plus de ça, j'en suis ressorti en me disant, putain, le mec, il a fait aucune erreur, quoi. Il a tenu son film jusqu'au bout. Franchement, chapeau Alexandre Aja, tu prouves que tu es un des rares réalisateurs français, même le seul, à avoir réussi à tenir le coup à Hollywood et à faire des films qui réussissent à être vraiment très bons, malgré le fait que tu fasses pas des blockbusters à 200 millions de dollars, mais justement, tant mieux, au moins là, tu as pu faire ce que tu voulais et tu l'as fait très bien. Donc Crawl, 8e. En 7e position, un film espagnol dont j'ai fait la critique sur ma chaîne, El Reino. Alors j'ai oublié le nom du réalisateur et le nom du comédien principal, c'est un peu dommage parce que je tiens vraiment à leur rendre hommage. C'est très bien réalisé et l'interprétation est magistrale. Donc c'est un espèce de thriller politique qui s'apparente un peu au film de mafieux, parce qu'en tout cas les politiciens sont clairement dépeints comme une sorte de mafia, et c'est vraiment un film surprenant. Je trouve que déjà la mise en scène est assez magistrale, il y a vraiment une inspiration des cinéastes par exemple mexicains de la dernière décennie, des gens comme Cuarón ou Iñárritu, avec des plans séquences qui ne sont pas forcément virtuoses, mais qui arrivent justement à utiliser cette notion du plan séquence, qui est quelque chose donc, qui joue sur la linéarité, sur le fait d'être dans la même temporalité que les gens, et à te tenir en haleine, en tension, pendant toute une séquence, grâce justement à cette mise en scène. Et il y a des plans qui sont assez surprenants, sans être plus tape à l'œil que ça. Je pense notamment à une discussion sur un balcon, la caméra à un moment, semble être dans le vide, et c'est assez bluffant. Et voilà, après c'est un film qui vraiment débute sur les chapeaux de roue et vraiment par crescendo, et il y a une montée en tension qui s'opère tout le long du film jusqu'à un final que je trouve extraordinaire. Pour moi c'est le dernier plan le plus impactant de l'année, clairement. On est sur un film aussi qui parle de la politique d'une manière assez
rare. J'ai l'impression que j'avais pas vu les politiques être dépeints de cette manière-là au cinéma, et ça fait du bien parce que voilà, on les remet un peu à leur place de magouilleurs et de marchands de tapis et surtout de petits clans de mafieux un peu. Parce que l'histoire, c'est un mec qui commence à se faire avoir des casseroles qui lui remontent, et pour éviter de couler, il va faire couler les autres, en fait, avant lui. Et donc, il va se retourner contre ses collègues et tout ça. Et donc, on se rend vraiment compte que c'est tous des requins. C'est pour ça que je fais un peu le parallèle aux mafieux. Il y a un premier plan aussi qui est qui rappelle vraiment certains films de mafieux, comme Les Affranchis ou Reservoir Dogs, justement. Et il y a aussi une musique qui est entêtante et qui n'arrête pas, justement, de soutenir cette tension tout le film. Et vraiment, ce personnage principal est campé, mais de manière extraordinaire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le propos, c'est la place qu'on finit par donner au spectateur. Donc là, à un moment, on nous remet à notre place de spectateur dans tout ça. Et c'était vraiment très très fort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un uppercut final qui est très efficace. Et donc voilà, ça fait partie de ces grands films de cette année, je pense. En termes de mise en scène, c'est quasiment ce que j'ai vu de plus maîtrisé, ou en tout cas de plus audacieux et à la fois subtil et vraiment très très bien fait. Je trouve que le mec touche vraiment sa bille, donc je vais suivre la carrière de l'acteur et du réal, dès que je me serai souvenu de leur nom, mutuellement. Mais en tout cas, El Reno, j'ai une critique si vous voulez être un peu plus en détail. Ça vaut vraiment la peine, je pense qu'il a dû sortir en Blu-ray, et découvrez-le, c'est vraiment une très très belle claque de cette année. Sixième, on est sur un nouvel ex-aequo, on est sur 2 films Netflix et 2 films d'action. Alors rapidement, je vais parler du cinéma d'action. C'est un cinéma qui a vraiment pris du plomb dans l'aile cette dernière décennie. C'est-à-dire que sorti des gros blockbusters ultra impressionnants à 200 millions de dollars, on n'a plus vraiment ces films d'action, voilà, des choses un peu à la Die Hard ou je sais pas, à la Speed. Bon, Speed, c'est peut-être un peu blockbuster aussi, mais des films d'action, juste où on a de l'action, des gens avec des flingues qui sortent dessus, de manière bien faite, avec un peu un investissement de la part des auteurs, des créateurs des films. C'est-à-dire que maintenant, c'est un peu un mec comme Gérard Butler qui finit par représenter le genre. Et bon, je suis pas un grand fan de ce qu'il fait, moi, Gérard. Mais en tout cas, voilà. Et donc, ces 2 films, ils sont très différents dans ce registre-là, mais vraiment très différents. Il y a d'un côté Six Underground de Michael Bay, le dernier Michael Bay qui est sorti en décembre, et Triple Frontier de J.C. Sandor, donc vraiment 2 films d'action qui sont signés Netflix et qui n'ont rien à voir. Je suis content que Netflix décide un peu de prendre des chemins que les blockbusters, enfin les gros studios ont délaissés finalement. Alors ils les prennent de manière totalement différente avec ces 2 films, donc moi, je vais parler un peu du Michael Bay, quoi. Six Underground, on est sur un Michael Bay en roue libre totale, carte blanche, avec un scénario qui est ultra crétin, mais justement, c'est parfait pour Michel. Michel, là, il se donne, franchement, il fait ce qu'il veut, il s'en donne à cœur joie. Il y a, je pense, les 20 premières minutes les plus impressionnantes de la décennie en termes d'action. Je pense que même à côté, Mad Max Fury Road, il peine un peu à réussir à suivre, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que Michael Bay, il a une manière de mettre en scène qui est au-delà du lisible, en fait. Ça finit par, si tu te plonges dedans, il y a un côté tellement viscéral, c'est-à-dire que tu comprends même plus ce que tu vois, c'est tellement épileptique, chaotique, mais si tu te laisses guider, si tu te laisses avoir, ça t'impacte, quoi. C'est une mise en scène de l'impact. Et donc sur ces 20 premières minutes, c'est n'importe quoi, ça fourmille d'idées, c'est totalement, t'as l'impression d'avoir un gamin qui s'amuse, quoi. Enfin, il y a vraiment un côté ultra jouissif, et à la fois, mais c'est tellement régressif aussi, voilà, c'est totalement régressif et débile, mais c'est totalement dingue. Et moi, j'ai pris mon pied. Alors, après les 20 premières minutes, il y a aussi un film, quand même. Et j'ai trouvé le film qui, finalement, réussit à se tenir. Alors, la narration est décousue, c'est chaotique. Mais justement, c'est ce chaos qui m'a fasciné, quoi. Je trouve que Michael, il a la capacité de maîtriser le chaos comme personne dans le cinéma actuel, et de lui donner carte blanche pour faire un film. Et moi, ça m'a donné un film que j'ai trouvé mais jouissif du début jusqu'à la fin. Et même les scènes d'action à la fin, elles sont dantesques. Alors oui, le scénario est con, il y a un côté ultra fasciste, enfin, c'est vraiment débile et pas forcément très profond, et même un peu problématique politiquement, je pense. Mais quoi, enfin, à un moment, c'est kiffant, quoi. C'est kiffant, c'est du kiff, c'est de l'action pure, c'est vraiment j'ai pas envie de dire que c'est un plaisir coupable, non, c'est vraiment juste un plaisir de jouissance de cinéma d'action total, et j'ai envie de le revoir, et je vais me refaire des extraits, des moments par moment, parce que c'est dingue ce qu'il a proposé Michael, donc il mérite largement d'être 6e, et aussi parce que ça rend hommage au cinéma d'action, et c'est un cinéma qui me manque un peu, malheureusement. Et à côté, on a Triple Frontier, donc de J.C. Sandor. Alors J.C. Sandor, c'est un réal que j'aime énormément, je trouve que c'est un réal qui est vraiment l'opposé de Michael Bay, pour le coup. C'est un mec qui est posé, qui semble être méthodique, et qui arrive à faire des films. Donc le dernier que j'ai vu de lui, c'était Most Violent Year, que je vais adorer, avec Oscar Isaac. Et c'est donc un réal qui arrive à faire des films qui sont vraiment tendus, quoi. Il te crée une tension, et il arrive à te faire des films qui sont vraiment ancrés dans une forme de réalité, mais surtout
il y a une atmosphère où t'es en phase avec les persos et tu les lâches pas de tout le film, quoi. Et là, vu que c'est sur un espèce de commando qui se crée pour aller faire un espèce de braquage chez un gros dealer de drogue en Amérique du Sud et qui doivent se barrer avec l'argent, donc un côté un peu salaire de la peur, ça m'a vraiment tenu en haleine tout le long et j'ai adoré suivre ces personnages. Ils sont très bien campés, hein. Il y a des très bons acteurs derrière, il y a Charlie Hunnam, il y a Ben Affleck, il y a Oscar Isaac, il y a j'ai oublié le nom du mec qui joue dans Narco. Mais voilà, c'est vraiment pareil, on est sur l'opposé du spectre en termes d'action, mais c'était de l'action qui m'a aussi vraiment, vraiment tenu. Et j'ai adoré suivre ce commando, voir les scènes d'action sont très bien filmées aussi. Il y a à la fois de la tension dans les scènes avant l'action et l'action est très bien faite. Et voilà, c'était une belle épopée que j'ai adoré suivre. Et bon, je suis content que Netflix propose à des réals de faire un peu ce qu'ils veulent dans un registre que malheureusement les studios délaissent. Donc pour ça aussi, je mets 6e ces deux films. 5e, on est sur un mastodonte du cinéma, un dinosaure qui a sorti peut-être un de ses plus grands films, en tout cas un film qui m'a beaucoup plu. C'est Martin Scorsese avec The Irishman. On est de nouveau chez Netflix. Netflix a vraiment pris beaucoup de part cette année dans des films assez atypiques et finalement qui m'ont beaucoup parlé. Donc The Irishman, écoutez, ça a été un voyage extraordinaire. Moi, j'ai vraiment pas du tout boudé mon plaisir. 3h30 qui sont passées, mais en quelques minutes. J'ai pas du tout vu le temps passer. Pour vous dire, j'avais regardé un film de mafieux avant, un autre film de mafieux pour me mettre un peu dans le bain, Strictly Criminal, de Scott Cooper, qui est un réal que j'aime bien pourtant, qui dure 2 heures le film. Ça m'a paru 4 fois plus long que The Irishman, parce que Martin Scorsese, il est tellement bon, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est d'une fluidité exemplaire. T'es là avec les persos et tu voyages avec eux, et je me suis retrouvé dans cette maestria qu'il a de faire des films comme Les Affranchis, comme Casino, même si le rythme n'a rien à voir. Je veux dire, oui, en effet, c'est le film d'un vieil homme qui prend le temps de te raconter les choses à sa manière, avec son rythme à lui, mais à la fois, il y a quand même cette maestria de réussir à créer tout ça d'une fluidité exemplaire et à t'attacher à ces personnages et à te les laisser les suivre, quoi. Tu suis ces persos, et voilà, c'était vraiment grandiose, j'ai adoré. C'est un film qui clairement annonce la mort, enfin, s'approche de la mort, et est fasciné par la mort, et hanté par la mort, et le film va avancer vers ça et de manière inéluctable. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu as une tension aussi qui est créée et qui finit par atteindre un paroxysme dans une séquence qui est vraiment extraordinaire. Il y a aussi des comédiens, il faut quand même parler de cette troupe qui est grandiose. Moi j'ai adoré Al Pacino et De Niro, je trouve que ça m'a fait tellement du bien de les voir ensemble dans un rôle qui est plus quelque chose de l'ordre de la camaraderie et de l'amitié par rapport à Hit, par exemple, où évidemment c'était une confrontation et ça jouait sur ce côté iconique des deux. Là au moins, voilà, on les réunit dans un grand film, par un grand réalisateur. C'était pas comme l'espèce de daube qu'ils avaient fait entre-temps, qui était Right House Law, je crois, un truc horrible, qui était sorti en 2008, qui avait gâché le mythe qu'avait réussi à perpétuer avec Hit, quoi. Enfin, cette espèce de confrontation de deux légendes. Et The Irishman, c'est parfait pour eux. Ça m'a aussi appris beaucoup de choses sur l'Amérique, c'est vraiment une fresque, et j'adore les fresques. Voilà, un de mes films préférés, c'est Forrest Gump, donc on est un peu sur cette valeur-là, de réussir à te raconter plusieurs décennies de l'Amérique par le parcours d'un personnage qui ne fait qu'observer et que vivre un peu par procuration ces événements sans vraiment y prendre part, mais en étant quand même un peu là, quoi. Il y a le rajeunissement numérique, moi ça m'a pas gêné. Enfin, voilà, j'ai été un peu choqué pendant quelques minutes au tout début quand De Niro apparaît, mais après j'ai oublié. Et il y a surtout Joe Pesci qui est magistral. Enfin, franchement, Joe Pesci en impose tellement dans ce film. C'est une énorme claque et je suis vraiment heureux que Scorsese ait réussi à finir ce film et qu'on ait eu le droit de voir cette espèce de testament peut-être. Enfin, en tout cas, si c'est son dernier film, je pense pas, hein, mais ça fait partie de... Voilà, c'est terminer une filmo par ce genre de film, c'est extraordinaire. Donc bravo monsieur, bravo à toute votre troupe, et franchement bravo à Netflix d'avoir été au bout de ce projet qui est quand même assez compliqué et qui a été pas évident à sortir, donc bravo. Et 5e. 4e, on est sur un autre géant du cinéma américain, Quentin Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood. Alors oui, très grand film, hein. Je pense que là on est sur un des Tarantino les plus impressionnants, parce que c'est un Tarantino ultra radical, c'est un Tarantino qui qui a décidé d'épurer son style, qui a lâché toute tentative de réussir à générer une vraie dramaturgie, d'accrocher le spectateur. Enfin, il y a vraiment une confiance dans ses personnages et dans sa capacité à juste plonger dans une ambiance, dans une époque, et à te faire vivre la nostalgie fantasmée de ce Hollywood de 1969. Donc c'est un grand film parce que c'était le film que j'attendais le plus cette année, et c'est le film qui m'a le plus surpris en bien. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout été ce à quoi je m'attendais. On ne savait pas du tout de quoi ça allait parler. Et ça m'a vraiment super surpris, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
Et c'est très perturbant comme film, parce que c'est vraiment un film où tu te demandes ce que tu regardes pendant 2 heures pour au final comprendre totalement ce que tu regardais quand la fin arrive. Et je pense que c'est aussi le film le plus personnel de Tarantino. Enfin, il y a beaucoup de ces obsessions qui sont dedans, ce rapport entre la réalité, la fiction, le fantasme, l'amour aussi pour toute une époque, pour tout un héritage, pour la télé, pour les acteurs, pour le cinéma, pour les tournages. Tout ça est retranscrit dans le film. Il y a des comédiens qui sont extraordinaires, DiCaprio, Brad Pitt. C'est vraiment ce qu'ils font dans ce film, c'est iconique instantanément. Voilà, c'est pop, c'est rigolo, c'est fun, c'est à la fois impactant et ça s'imprègne en toi. Et c'est un film qui a vraiment vécu en moi plusieurs mois après le visionnage. Je ne l'ai pas encore revu. C'est con parce que j'avais l'occasion de le voir cet été chez Los Angeles. Je fais une petite digression vite fait. J'avais l'occasion de voir le film dans le cinéma qui est dans le film. À un moment, Sharon Tate va voir un film et j'avais l'occasion d'aller voir le film dans ce cinéma-là. Ça aurait été assez dingo. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'étais avec des amis. Bref, j'avais pas envie d'un coup m'enfermer 3 heures dans une salle de cinéma. Mais ça aurait été une belle expérience. Et c'est vrai que d'être dans le cinéma au moment où il y a la séquence, ça aurait été bizarre. Mais bon, vu que je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais c'est pour vous dire aussi voilà, que c'est ancré dans une ville, dans une époque. Et que c'est un film qui est une lettre d'amour à beaucoup de choses. Et ça fait du bien aussi de voir des films qui décident de changer les choses, de proposer une vision édulcorée et ultra fantasmée de quelque chose. Et finalement, c'est à ça que sert le cinéma aussi, c'est à nous faire rêver, quoi. Et là, vous vous dites, il parle pas de Parasite? Et non, il n'y aura pas Parasite dans mon top, parce que c'est un film que j'ai bien aimé, mais que j'ai pas eu l'impression d'apprécier à sa juste valeur. Et vu que je l'ai pas encore revu, bah voilà, j'avais pas envie de le mettre en me disant, bah tout le monde le met, je vais le mettre. Donc non, il n'y a pas Parasite. Troisième, on est sur un nouvel ex-aequo, on est sur 2 films qui parlent de cinéma et plus particulièrement de tournage. On est sur Uncut of the Dead à gauche, donc le film japonais, et sur Dolomite is My Name, un film signé Netflix encore une fois. Alors, ne coupez pas, je crois que c'est ça le titre français du film. C'est un film qui est sorti un peu en catimini, évidemment. C'est un petit film, c'est un film qui a coûté 8 000 $ et qui a rapporté plus de 40 millions. Donc vous voyez, je pense que c'est le plus gros succès de tous les temps en termes de ratio. C'est un film qui est fait par un groupe d'acteurs japonais, comme une classe d'acteurs, et ils ont pris du temps pour faire ce film-là. Et c'est un film qui est extrêmement ingénieux, donc je ne vais pas trop en parler parce qu'il ne faut rien expliquer. Si vous découvrez ce film sans savoir de quoi ça parle, c'est là où ça marche le mieux, je pense. Donc il y a vraiment un concept autour du film et qui est très très bien exploité. C'est un film qui est drôle, c'est un film qui est surtout intriguant et qui te perd un peu à un moment pour finalement réussir à te réemporter avec de manière assez magistrale. Et c'est surtout une lettre d'amour à la création, une lettre d'amour au cinéma, à la manière de faire des films. Et il y a une relation père-fille dans le film qui m'a vraiment dévasté parce que c'est la manière dont tu transmets une passion et le regard que les gens qui te voient transmettre leur passion ont pour toi et ce rapport entre des ambitions particulières et le fait de ne pas forcément être au niveau qu'on aimerait être, mais quand même de réussir à montrer qu'en fait l'important c'est de réussir à être passionné quand tu fais quelque chose. Et donc c'est un film qui m'a vraiment beaucoup touché, en plus de m'avoir... c'est ultra ludique, franchement c'est ultra ludique. Ça fait partie de ces très très belles surprises cette année. Un film, donc c'est un peu un film de zombies, enfin il y a un peu ce rapport-là. J'ai vraiment pas trop envie d'en dire. Et ça joue sur plusieurs registres, sur toute la notion qu'on peut avoir avec le genre. Et finalement, c'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. Et c'est ça qui est assez surprenant. Donc, découvrez-le. C'est un film qui va vous perturber pendant une bonne demi-heure. Et finalement, tout finit par faire sens de manière assez géniale. Donc franchement, Uncut of the Dead ou Ne coupez pas, à découvrir de toute urgence. Et à côté, on a donc Dolomite is My Name, un film avec Eddie Murphy, qui aussi parle de tournage. Là, on est sur un personnage qui est donc Dolomite, enfin c'est pas le nom du personnage, mais c'est le personnage qui va se créer, qui est donc un espèce de comique, chanteur, enfin d'entertainer, je sais pas si ça se dit, un peu raté dans le Harlem des années 70, et qui va piquer l'idée à des clodos d'un personnage, donc Dolomite, qui est donc un personnage, un espèce de pimp ultra arrogant, qui balance des punchlines, qui rime, enfin vraiment, qui se crée un délire, et donc il va commencer à percer, notamment avec des CD de vannes et des spectacles, et il décide, ce mec-là, de mettre son personnage en scène dans un film, et le truc c'est qu'il va aller à contre-courant de tous ceux qui croient pas enfin personne croit en lui à part lui, et avec ses potes, il va s'embarquer dans cette aventure de réaliser un film sur ce personnage, et ça va donner un film, voilà, ça existe vraiment en fait, le film... L'histoire est une histoire vraie et le film en question existe et c'est un film qui a fait date dans l'histoire de la Blaxploitation parce qu'il a apporté tout un regard parodique. On est sur un turbo nanar, un des nanars les plus fameux de l'histoire et c'est un des films qui a marqué vraiment son époque et qui a réussi à
à ouvrir le genre à des gens qui n'étaient pas forcément habitués et qui a vraiment changé son truc. Et ce film est génial pour ça, c'est que c'est un film qui parle d'un homme qui croit en lui et personne d'autre et qui veut aller au bout de ses rêves et qui veut aller au bout de son art. Et il y a vraiment, encore une fois, je parlais de cohérence, enfin, il y a vraiment cette espèce d'âme totale, quoi. Le film est incarné à mort. Eddie Murphy, tu sens que c'est un rôle hyper important pour lui. Il est ultra impliqué. Aussi, il y a un vrai rapport avec sa carrière et ce personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui sait plus vraiment où il en est, qui se cherche. Et Eddie Murphy, il peut avoir un peu ce parallèle-là dans sa vie où il n'a pas eu de grand rôle depuis un bail. Et donc, tu sens qu'il est impliqué. Et c'est génial. Il y a Wesley Snipes qui joue un rôle qui est vraiment, mais la manière dont il le joue, c'est grandiose. Et c'est ultra galvanisant. Encore une fois, on est sur un film qui fait l'éloge de la création et du fait que tu dois tout donner pour réussir à créer, à tout donner pour ton art, même si personne croit en toi. Et peut-être que si tu donnes tout, on te le rendra au quintuple. Et ça, c'est beau. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup touché dans ce film, en plus d'être une histoire vraie. Et moi, les films sur les tournages, je vous en ai pas encore parlé sur ma chaîne, mais je compte faire une vidéo un jour. C'est vraiment un des sous-genres du cinéma qui me parle le plus, parce que l'industrie du cinéma, c'est quelque chose qui me concerne. Je travaille dedans, donc c'est vraiment, ça me parle. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment un esprit de débrouillardise, de camaraderie. J'adore les films de tournage, des films comme Bowfinger, Roi d'Hollywood. C'est toute ma came, ça me fait mourir de rire, en plus de me toucher vraiment personnellement. Donc, Dolemite Is My Name, au même titre que Ne coupez pas, sont deux films qui parlent de tournage et qui m'ont énormément plu cette année, et c'est pour ça qu'ils sont troisième. Deuxième, un dernier ex-aequo, promis, c'est le dernier ex-aequo, c'est deux films coréens, et donc non, il n'y aura pas Parasite, mais deux autres films coréens que j'ai découverts au Festival du film coréen de Paris, et je remercie direct Guillaume Boucaud de m'y avoir traîné, il m'a invité aux deux séances dont je vais vous parler, et ça a été les deux meilleures séances que j'aurais vues cette année, en tout cas les deux meilleurs films que j'aurais vus au cinéma cette année, parce que le premier n'est pas un film que j'ai vu au cinéma, c'est aussi particulier quand même de se dire ça. Et donc c'est à gauche Exit, un film coréen, et à droite un autre film coréen, parce que c'était le Festival du film coréen de Paris, je commence à m'en mêler. Extreme Job, alors deux films qui n'ont rien à voir, mais qui ont cette même capacité à être totale. Donc Exit, on est sur un espèce de film qui ressemble beaucoup à Dans la brume, où on est sur une soirée d'anniversaire familiale, donc un espèce de grand banquet familial, et d'un coup, dans la ville, commence à y avoir une brume qui se répand, et donc les personnages vont devoir essayer de monter dans les étages, et d'aller chercher d'autres personnages qui s'étaient perdus, tout un espèce de périple. Et comme je le disais, on est sur un film total, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un film qui se contente à un seul registre. On est sur un film catastrophe, certes, mais il y a aussi beaucoup d'humour, il y a de la romance, il y a de la tension, il y a du politique, c'est vraiment dingue, et j'ai pris une espèce de claque colossal parce que j'ai pris un kiff total en fait. Ça fait partie de ces films où tu voyages dans tellement d'émotions, le spectre est tellement large, il y a zéro limite et tu sens que le réal, il est investi par tout et il croit totalement en tout ce qu'il fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a des séquences, par exemple il y a une séquence d'escalade un peu au premier tiers du film et j'étais agrippé à mon siège quoi, c'était vraiment ultra tendu. Et juste avant, il y avait eu des vannes où j'étais en train de me pisser dessus. Et juste après, il y a une romance où j'étais ému. Et il y a une relation après père-fils. C'est un espèce de tout. Et ça, franchement, c'est trop rare pour le souligner. C'est-à-dire que maintenant, aussi, il y a beaucoup de films qui se contentent d'être un seul film, un seul genre. On fait un film catastrophe, c'est de la catastrophe tout le long, et donc on va créer du suspense tout le long, et tu vas être en danger pour les personnages, tout ça. On fait une comédie romantique, c'est une comédie romantique. Et là non, là c'est un tout. Et franchement, j'ai pas vu d'autres cinémas aussi généreux que ça cette année. Donc Exit, c'était vraiment grandiose. Et c'est pour ça que je le mets deuxième. Alors, je mets ex-aequo Extreme Jobs. J'ai un peu moins bien aimé Extreme Jobs que Exit. Donc si vous avez l'occasion de voir les deux, allez, voyez les deux. Mais je privilégie Exit, franchement, c'est vraiment génial. Et donc de l'autre côté, il y a Extreme Jobs, que j'ai un peu moins bien aimé que Exit, mais qui est quand même extrêmement sympa aussi. Extreme Job, extrêmement sympa. C'est donc une comédie policière où on va suivre une brigade de flics qui est un peu considérée comme des bras cassés, ou en tout cas qui sont un peu mis à mal par le début du film, et qui vont se retrouver à enquêter sur des mafieux, et ils vont se planquer, et pour se planquer, ils vont utiliser un restaurant qu'ils vont racheter, et donc ils vont se mettre à devenir restaurateurs, en fait, pour faire en sorte que leurs planques deviennent crédibles, et ils vont prendre goût à ce métier de restaurateur, parce qu'ils vont se faire du blé, bref. Et donc on va suivre cette équipe qui va se retrouver à faire un autre métier que le leur, mais qui vont exceller dans ce deuxième métier, et ça va les aider, à la fois les perturber pour leur métier de flic.
On est vraiment sur une comédie policière, et encore une fois, il y a cet esprit total qui revient, on est sur de l'action par moment qui est extrêmement bien faite, vraiment géniale, avec des séquences d'action dantesques, on est sur des personnages qui sont parfaitement bien campés, l'écriture est magistrale tout du long, c'est drôle, tout est exploité à donf, et c'est ça qui est aussi génial, c'est que tu sens que les mecs, ils y vont à fond, quoi. Ils y vont à fond, ils te plantent des choses au début du film que quand c'est exploité à la fin, c'est ta limite envie de te lever de ton siège et d'applaudir. Donc c'est un peu moins bien qu'Exit, parce qu'il y a un petit ventre mou au milieu, mais vraiment, j'ai pris 2 séances dans la gueule à ce festival que j'ai surkiffé. J'ai pris mon pied. Et c'est ça aussi que le cinéma doit véhiculer. C'est des séances où tout le monde se marre, où tout le monde, tu sens que la salle, elle est happée par le film et que vraiment, c'était un moment excellent, quoi. Vraiment un excellent moment à vivre. Et bah voilà, donc c'était mes 2 meilleures expériences salles de l'année, 2 films coréens qu'on n'a pas eu la chance de voir parce qu'ils ne sont pas sortis en France. Donc bah, si vous les voyez à des endroits, sur des sites de VOD ou en DVD, en Blu-ray, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront distribués, jetez-vous dessus, franchement, vous ne serez pas déçus, ça vaut grave la peine. Et c'est aussi les 2 plus gros succès coréens de l'année. Je crois que Exit, il a fait 9 millions d'entrées, donc 9 millions, c'est quand même énorme, parce qu'ils ont autant de personnes que nous en Corée à peu près. Donc le 9 millions, c'est vraiment un des plus gros succès de tous les temps. Et l'autre, il a fait 16 millions, je crois, ou 14. Donc c'est vraiment le 2e plus gros succès de tous les temps en Corée, Extreme Job. Donc voilà, on est sur des films aussi. C'est ça qui est bien, c'est que c'est des films ultra grand public, populaires, mais populaires de la meilleure manière qu'ils soient, quoi. Et c'est ça qui est quand même frustrant, c'est quand tu vois les films qui font le plus d'entrées en Corée, quand tu vois par exemple les films qui font le plus d'entrées chez nous, et ben tu te dis, ah oui, c'est peut-être de là que vient un peu le problème que le cinéma français peut confronter au quotidien, cette espèce de désamour de beaucoup de monde qui vont considérer que c'est de la merde. Parce que oui, si tu te réfères à ce qui marche le mieux chez nous, c'est pas toujours ce qu'on produit de mieux. Là où en Corée, bah pour le coup, en tout cas, ce qui marche très bien chez eux, c'est vraiment le haut du panier. Et donc c'est forcément, ça fait un cinéma qui est plus reluisant, et c'est pour ça qu'il est 2e de mon top. Et le numéro 1, écoutez, le numéro 1, c'est un film que j'ai eu en Blu-ray cette année, qui n'est pas sorti au cinéma encore une fois. C'est un film de Monsieur Greg Zeller, et c'est Traîner sur le bitume, Drag Across Concrete, un polar. Donc déjà un polar, il n'y en a plus beaucoup des polars, c'est vraiment un genre qui est en désuétude totale. Et c'est donc un polar crépusculaire avec des acteurs qui sont au bout de leur vie, en tout cas on dirait, Vince Vaughn et Mel Gibson, un très très bon film, un film qui vraiment prend son temps, te génère une atmosphère, et qui est surtout un film extrêmement nihiliste, un film où il n'y a aucun espoir, on est vraiment sur quelque chose où on s'enfonce vers les ténèbres, quoi, tout le long du film. On est donc sur 2 flics qui font une petite bavure au début du film et qui vont se retrouver un peu mis à mal par leur hiérarchie et qui décident de pas se faire avoir, et ils veulent un peu croquer parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas assez bien gagné leur vie en tant que flics honnêtes et droits pendant toutes ces années, et donc ils vont décider un peu de monter une espèce de magouille, enfin en tout cas de voler à des voleurs, quoi, et ça va pas du tout se passer comme prévu. Et il y a un côté très posé, très méthodique, on suit ces gens de manière très calmement, et même au cœur de la tempête, ça reste très... il y a un côté très amorphe, et c'est assez intéressant parce que ça m'a vraiment reflété une vision du monde que je partage et que même que j'observe au quotidien, cette espèce de réussir à vivre dans un chaos perpétuel, mais que ça soit pas chaotique en fait. Enfin, que même quand c'est le bordel, finalement, on reste ancré sur nous-mêmes et on continue d'avancer. Et le film est extrêmement noir et surtout ultra nihiliste, comme je disais. C'est un film qui... Enfin, Zeller, il se permet des choses que je trouve dégueulasses. C'est ça qui me fait kiffer. Moi, je l'aime au cinéma aussi. Quand vraiment les réals décident de te mettre de te secouer ou de te mettre des coups là où tu t'attends pas, quoi. Il y a vraiment une séquence centrale au film qui est horrible. Et ça, j'aime bien parce que c'est un film... il va te bâtir un personnage. Il va réussir à te créer vraiment de l'empathie pour quelqu'un, pour te le shipper comme ça de manière horrible. Et c'est ça qui est fort, c'est que ça me rappelle le Bonzer de Game of Thrones, où vraiment tu vas te retrouver à te faire planter par un réalisateur, quoi. Le mec, vraiment, il te trahit, quoi. Et j'aime bien les réals qui sont un peu des bâtards. Je suis assez friand du cinéma de Michel Haneke, par exemple. Enfin voilà, ça fait un peu partie de ces réals qui décident de pas forcément te brosser dans le sens du poil et de te proposer une expérience qui va te secouer et qui va pas forcément te faire plaisir en soi. Mais c'est ça qui est bon aussi, c'est que ça te bouge, quoi. Et c'est vraiment un film qui m'a bougé, en plus de m'avoir vraiment fait vivre avec des personnages attachants, très bien interprétés. Enfin, je trouve que Mel Gibson et Vince Vaughn, ils sont magistrales dedans. Magistraux parce qu'ils sont 2. Donc voilà, un grand film, un grand polar, comme on n'en fait plus, comme on n'en voit plus, qui est vraiment un digne héritier des films américains des années 70, quoi, du nouvel Hollywood.
Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu la chance de voir ce film au cinéma. Enfin, il a été dans quelques festivals, mais je veux dire, il n'a pas été distribué, il a été directement en Blu-ray. Et c'est quand même assez regrettable parce que c'est un film qui mérite de pouvoir se plonger dans une atmosphère. Et la salle aide évidemment toujours à ça, mais écoutez, c'est l'époque dans laquelle on vit actuellement. C'est-à-dire qu'on ne distribue plus forcément tous les grands films au cinéma maintenant, mais tant mieux, on peut aussi les voir chez soi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est aussi pour terminer un film qui refuse le politiquement correct. Et ça fait aussi du bien d'avoir un film qui aborde frontalement des personnages qui vont être racistes, mais qui t'en font pas des méchants pour autant. Voilà, qui est pas du tout manichéen, qui est vraiment un film qui navigue entre plusieurs degrés de perception de la réalité et qu'il n'y a personne qui est fondamentalement le bon ou le mauvais. Et c'est plutôt intéressant d'avoir un film qui est comme ça parce que ça reflète peut-être un peu plus notre réalité que quelque chose de vraiment tranché avec ce qu'il faudrait avoir le droit de dire, ce qu'il ne faut pas avoir le droit de dire, et les gens qui sont du côté de la bien-pensance et les autres. Il n'y a pas d'opposition comme ça. Et mine de rien, quand tu vois comment certains blockbusters sont remaniés pour réussir à rentrer dans certains moules, ça fait du bien aussi d'avoir des films qui se permettent de dire allez, on s'en balance, mes persos ils vont dire des choses atroces, et pourtant tu vas quand même t'attacher à eux. Et c'est bien. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que Drag Across Concrete est mon numéro 1, même si, en effet, ça aurait pu être un numéro 3 ou un numéro 6. Franchement, à partir du numéro 8, je trouve que tous les films sont très intéressants et pouvaient se battre pour la première place. Voilà, donc c'est ça mon top 2019. Écoutez, comme je le disais, une année particulière, mais un top plutôt basé sur la cohérence et le fait de faire un produit, un projet, une œuvre cohérente du début jusqu'à la fin, de sa production jusqu'à sa diffusion, avec un vrai message à faire passer qui vraiment crée une unité dans le produit fini, dans l'œuvre. Et c'est vraiment ça qui m'a touché cette année, je trouve, que des produits un peu collés à droite à gauche pour réussir à plaire à droite à gauche qui ne veulent pas dire grand-chose, comme on a eu beaucoup, et ça ce sera pour mes flops. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, mettez-moi vos tops à vous dans les commentaires, parce que ça se trouve, vous allez me faire découvrir des films qui valent le coup, ça vaut la peine, n'hésitez pas à balancer vos tops. Voilà, en tout cas, à la prochaine, et d'ici là, bonne toile!